Bonjour Michael Prazan et Bonjour. bienvenue en Israël sur Tandem TV. Alors, vous êtes écrivain et réalisateur. Vous vous êtes intéressé longtemps aux mouvements radicaux sur tous les continents, j'ai envie de dire, jusqu'au Hamas, dont nous allons parler grâce à votre dernier livre, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles aux éditions de l'Observatoire. Alors, notez que j'ai toujours en tête votre livre et votre documentaire sur les Einsatzgruppen, je crois que je prononce bien, les commandos de la mort, qui avait été diffusé sur France 2 il y a très longtemps, je crois que c'était en 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement quand, Exactement, ouais, ouais. et qui avait reçu le prix du meilleur documentaire, mais c'était à Varsovie, donc la relation de cause à effet m'avait à l'époque, je dirais, intéressé, parce que, bon, voilà. Et puis vous écrivez aussi dans l'hebdomadaire Franc-Tireur, est-ce que c'est toujours vrai? Oui, c'est toujours vrai. Bon, voilà. Alors, ce livre, Ma vérité sur le Hamas, c'est une lecture obligée lorsqu'on veut bien connaître ce mouvement terroriste. Le Hamas, initial en arabe de Harakat Muqawamat Islamiyya, mouvement de résistance islamique, a été créé donc en 1987. Il est directement issu des frères musulmans qui, vous l'écrivez, prônent la domination de l'islam sur la planète et qui, vous l'écrivez aussi, dès 1936, a été financé par les nazis en précisant même que son fondateur, Hassan el-Banna, a même été espion pour le Troisième Reich. Expliquez-nous tout ça. En réalité, le parti nazi entre dans le jeu bien avant 1936, puisque bon, la confrérie est fondée par Hassan al-Banna, vous l'avez rappelé, en 1928 en Égypte, au Caire. Elle va rapidement agréger de très nombreux fidèles. Et puis, dès la fin des années 20, ouvrir des antennes, les premières antennes étrangères, bien sûr, dans la région, au Moyen-Orient. Et la première d'entre elles sera l'antenne du Levant, c'est-à-dire l'antenne syrienne, avec laquelle, qui comprend aussi l'antenne palestinienne. Donc, vous avez rappelé effectivement que le Hamas a été créé en 1987, à la fin de la première intifada, mais en réalité, c'est le nom qui a été créé à ce moment-là. Les frères musulmans sont implantés dès la fin des années 20 en Palestine et vont se consacrer dans un premier temps à l'aide sociale, qui est la grande force des frères musulmans partout où ils s'installent, c'est-à-dire qu'ils construisent des dispensaires, de l'aide médicale, de l'aide scolaire éventuellement, comme ils le feront en France à partir des années 80, etc. Et c'est un moyen rapide et efficace de gagner les cœurs et de clientéliser des populations. Pour ce qui est du partenariat avec l'Allemagne nazie, Hassan al-Banna est un fondamentaliste très influencé par le salafisme, donc une lecture littéraliste de l'islam et aussi une rupture avec d'autres chapelles traditionnelles de l'islam, dont le soufisme. Et avant l'arrivée des frères musulmans, dans la région, le mot d'ordre de l'islam, c'était l'amour de la vie. Il va lui substituer un autre slogan qui est l'amour de la mort. Et ça va changer complètement le paradigme et la vocation sacrificielle de cette perception particulière de l'islam. Dans la devise des frères musulmans, il est dit notamment que le sacrifice est notre plus grande espérance. On comprend bien à partir de là, effectivement, l'inversion des valeurs à l'œuvre grâce sous l'impulsion des frères musulmans et ensuite, évidemment, du petit frère palestinien que va devenir le Hamas. Le partenariat avec le parti nazi correspond à une influence réelle prise sur les frères musulmans. Les frères musulmans, Hassan al-Banna en particulier, va s'inspirer évidemment de cette vision islamique, de cette lecture du Coran, mais aussi des fascismes européens pour structurer son parti politique. Alors, il va être très influencé par le fascisme italien, mais aussi par l'hitlérisme et un partenariat officieux va être passé dès les années, fin des années 20, début des années 30. Et on s'autorise à croire aujourd'hui que le parti nazi, le parti national-socialiste allemand, va financer l'appareil secret de la confrérie, parce que la confrérie se présente avec une structure de type pyramidal, une vision très autoritaire du pouvoir, évidemment au sommet duquel se trouve Hassan al-Banna, le fondateur,
et qui est entièrement fondée à l'imitation d'un parti fasciste. Mais sous cette organisation qui a pignon sur rue, qui se présente comme une confrérie islamiste, mais aussi comme un parti politique, vous avez parlé de 1936. 1936, c'est la publication du programme en 50 points de Hassan al-Banna, qui est un programme politique de type fascisant, mais aussi extrêmement rigoriste sur le plan religieux, fondé à partir d'un certain nombre d'interdictions et aussi de surveillance, de réprimande pour les personnes déviantes de l'orthodoxie musulmane telle qu'il la conçoit. Et sous cette structure politique, politico-religieuse, il y a ce qu'on va appeler un appareil secret, c'est-à-dire déjà une structure clandestine et terroriste qui va d'ailleurs assassiner des éminences ou des ministres du roi Farouk, qui est au pouvoir à ce moment-là en Égypte, et qui va aussi fomenter et perpétrer des pogroms dans les quartiers juifs du Caire. Donc c'est un partenariat fructueux pour les frères musulmans. Et effectivement, pendant la guerre, Hassan al-Banna sera un espion au service du Troisième Reich. Comment ça a été possible? Tout simplement par une infiltration, une propagande intensive menée par l'Allemagne nazie sur deux pays en particulier qui vont être neutres pendant la Seconde Guerre mondiale, que sont l'Iran d'une part et l'Égypte d'autre part. Et pour créer ces relais de propagande, l'Allemagne nazie dispose de deux éléments fondamentaux. D'une part, des radios, des médias qui vont propager une propagande nazie et notamment une propagande antisémite, et des écoles techniques qui sont implantées dans ces deux pays et par lesquelles d'ailleurs vont passer la première génération des frères musulmans qui vont être véritablement abreuvés à cet antisémitisme nazi. Ça explique aussi un certain nombre de persistances de cet antisémitisme qui ne vient pas nécessairement du monde islamique, à base de complotisme et aussi une vision très, 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 très antisémite du monde, à savoir que le monde, au fond, le monde occidental souhaite ou travaille à la destruction de l'islam, et pour eux, dans leur vision du monde, l'Occident est aux mains des Juifs. Alors, on comprend mieux maintenant parce que franchement, ce sont des révélations. Pourtant, ce sont des choses que j'ai connues ou que j'ai apprises il y a quelques années, mais on comprend mieux maintenant le rapprochement de Hajj Amin el-Husseini avec l'Allemagne nazie également, même si lui n'a pas été frère musulman. Je peux me tromper. Alors, c'était un compagnon de route des frères musulmans. Au fond, il relaie à la fois l'idéologie et la propagande des frères musulmans. Et c'est un ami proche de Hassan al-Banna, le fondateur. Donc, effectivement, en 1941, il rejoint Hitler à Berlin et il va ensuite former les divisions SS musulmanes, la division Anchar notamment. On connaît tous les images Ouais, où il passe en ouais, revue les troupes. Et puis, à la fin ouais. de la guerre, à la toute fin de la guerre, il va sommer l'Allemagne via Radio Berlin, dans un certain nombre de discours, de poursuivre l'extermination des Juifs jusqu'en Palestine, avec des mots extrêmement durs. Alors, cette extermination ne pourra pas avoir lieu parce que l'Afrika Korps va s'enliser dans le désert, et les Einsatzgruppen, les commandos mobiles de tuerie, qui étaient basés en Grèce et qui n'attendaient qu'une victoire de l'Afrika Korps pour ensuite pénétrer au Moyen-Orient pour y exterminer les 500 000 Juifs de Palestine, restera à quai et ne traversera pas au final la Méditerranée. Mohamed Amin al-Husseini, donc le grand moufti de Jérusalem, va tomber entre les mains des Alliés et puis va être emprisonné à Paris en attendant le jugement de l'histoire. Et c'est vraiment l'intervention de Hassan al-Banna auprès des autorités françaises qui va lui permettre d'être libéré et de pouvoir rentrer en Égypte. Encore une autre révélation incroyable que dans ce passage en France, déjà, c'est quelque chose que personnellement je ne savais pas, mais alors on comprend maintenant, enfin on comprend, on arrive à la conclusion, non pas du livre, hein, on a encore un peu de temps, mais que finalement le palestinisme, il est né dans le nazisme, quoi. Est-ce que ce raccourci est
est historiquement véridique. En tout cas, il y a eu une influence nazie qui va irriguer d'ailleurs tout le monde arabe, hein, parce que, et notamment à partir des années 70, les frères musulmans vont avoir une emprise considérable sur un certain nombre de pays. Et puis leur idéologie, ce sont des gens qui sont convaincus, qui sont très motivés, très prosélytes et très actifs. À partir des années 70, leur pensée va balayer ce qui restait des autres chapelles de l'islam et créer des espèces de clones un peu plus offensifs, un peu plus terroristes dans les méthodes. Je pense à la Jabhat al-Islamiyya, je pense à Al-Jihad en Égypte, ces deux organisations qui vont programmer une révolution islamique sur le modèle de celle qui a eu lieu en 79 en En Iran, Iran. qui vont provoquer et qui l'assassinat du président Anwar el-Sadat, même si la totalité du programme révolutionnaire ne pourra pas avoir lieu parce que les auteurs de ces attentats et ces organisations vont être démantelés et leurs dirigeants emprisonnés. Alors, incroyable mais vrai, il y a 15 ans, lors d'un séjour à Gaza, vous avez réussi à rentrer à Gaza, mais vous avez surtout rencontré Mahmoud al-Zahar, qui est à l'époque le numéro 2 du Hamas. Racontez-nous cette rencontre et qu'en avez-vous retenu? Parce que c'est absolument incroyable. Oui, alors c'est l'un des fondateurs historiques, hein, du Hamas. Il est à l'époque le chef politique et religieux de l'organisation. Et effectivement, je suis entré à Gaza et à ce moment-là, il y avait concomitance des dates fait que il y avait Yom Kippour et Rosh Hashanah qui se suivaient, ce qui fait que le Gaza a été bouclé pendant près d'une semaine. Ce qui fait, et moi, je ne le savais pas, je l'avoue franchement. Et quand on entre à Gaza, avec ma petite équipe de tournage, heu, on se préparait à faire cette interview et à ressortir aussitôt la journée même. Et nous apprenons que si nous entrons à Gaza, eh bien, il faudra rester près d'une semaine. Donc on hésite un peu, mais en même temps, une telle invitation ne se refusant pas, on prend notre courage à 2 mains et on entre à Gaza. Attendant, vous savez, dans le monde arabe, il est très difficile, voire impossible, de programmer un entretien, de dire, à telle heure, telle date, nous allons venir vous interviewer. En fait, il faut attendre qu'on nous donne l'autorisation. Donc il y avait à l'époque, à Gaza City, deux hôtels qui étaient évidemment habités uniquement, enfin Pour des journalistes. les seuls clients, c'était les journalistes étrangers, bien entendu. Et je me retrouve donc à attendre devant mon téléphone qu'il sonne et que Mahmoud Azhar accepte l'entretien. Et puis, à 11 heures du soir, le téléphone sonne. C'était mon fixeur gazaoui à l'époque qui m'informe que Mahmoud Azhar nous attend. Alors, nous allons nous rendre dans une place de Gaza City où il avait à l'époque une gigantesque villa. Et on s'installe au rez-de-chaussée qui ressemblait un peu à une salle des fêtes, enfin, avec un carrelage sur une très grande superficie et trônait contre un mur, une espèce de siège sur une estrade sur laquelle il s'asseyait. Et On se j'ai refusait rien, quoi. remarqué, alors derrière lui, il y avait les photos de ses deux fils morts en martyr, posant avec la Kalachnikov. Et j'ai trouvé un homme à la fois retors, très intelligent, très nerveux, heu, mais aussi un psychopathe d'une certaine manière. Et habité par un antisémitisme féroce, à tout crin. Il y avait des scènes un peu de comédie lorsque nous nous sommes installés pour Racontez-nous un peu, au moins une scène alors. et je me souviens, il fait une chaleur torride. Heu, je suis accueilli par 10 hommes en armes qui vont d'ailleurs nous entourer durant tout le temps que durera l'entretien, et il va durer assez longtemps. Et pendant qu'on s'installe, il y avait une mouche, ça c'était un épisode très marquant. Oui, je m'en Voltait souviens. dans cette pièce et on se serait cru dans un film de Chaplin. Il essayait de l'attraper, il jurait en arabe. Au bout d'un moment, il en peut plus, il demande à l'un de ses sbires qui pose la kalachnikov, d'attraper, la mouche. Et le type s'y emploie avec, véritablement une certaine célérité. Il finira par attraper la mouche. Et à partir de là, l'entretien va pouvoir commencer. J'essayais, c'était un peu ma technique, d'interview avec les autres membres, des Frères musulmans que j'avais pu rencontrer jusqu'alors, de l'orienter, de venir doucement au cœur du sujet, en posant des questions sur l'histoire des Frères musulmans. Les Frères musulmans adorent, parler de leur histoire.
Mais Mahmoud Azar me voit immédiatement venir et alors que je voulais l'orienter sur un débat sur le terrorisme, c'est lui qui va, prendre, les choses à bras-le-corps et qui va débarquer avec la thématique du terrorisme, en me mettant moi-même en accusation, comme Il un rep savait que vous étiez juif? Est-ce qu'il comme savait que vous étiez juif? écoutez, ce que je peux dire en tout cas, c'est que Michael, c'est pas un prénom, on va dire franchouillard. ces gens habitent dans le même monde que nous. Ils ont Oui. internet, ils se renseignent sur qui Oui, vient oui, il se renseigne, bien d'interviewer, sûr. bien évidemment, mais pour eux, c'était pas une question, dans le sens où, comme ils imaginent que l'Occident est aux mains des Juifs, le fait qu'un occidental français juif Il est vienne juif. oui, leur semblait, tout à fait, cohérent, Syllogisme parfait, quoi. voilà, et donc c'est moi, en tant que Français, occidental, juif, qu'il va, soumettre d'une certaine manière, à la question. Mais l'entretien est passionnant parce que, bon, il va révéler aussi, peut-être un peu malgré lui, un certain nombre, d'idées fondamentales de son mouvement et de la vision très particulière qu'il a de la question, du terrorisme. Pour lui, les civils n'existent pas et ils existent d'autant moins en Israël, mais ça, c'est la vulgate qui existait même au-delà, des frères musulmans Et qui palestiniens, continue au moment où on parle. qu'on retrouvait, déjà dans les années 70, comme discours interne au sein, du FPLP ou du Fatah, à savoir que de toute façon, les Israéliens, quel que soit leur âge, finiront par faire, leur service militaire et donc finiront par tourner, me disait-il, les armes contre nous. Donc il n'y a pas de civils, y compris les enfants, en Israël, auquel cas nous sommes, des résistants, auquel cas nous sommes des combattants de la liberté. Et pour me séduire, en tant que Français, il faisait en permanence des comparaisons, avec la résistance française. Je leur faisais savoir que, les résistants français n'avaient jamais, ciblé des civils et c'est à cette occasion qu'ils s'en sont venus à me dire que dans leur combat, il n'y a pas de civils qui s'opposent à eux. Alors, pour le Hamas, comme d'ailleurs pour les fréristes, il est inconcevable qu'une présence juive indépendante, encore moins un État, puisse exister au sein de la Oumma, c'est-à-dire de l'espace musulman. C'est bien ça ou alors ou je me trompe peut-être? Non, c'est vous l'avez rappelé au début, de votre présentation, il n'y a pas, le mot Palestine dans, l'acronyme, du Hamas. Parce que, le Hamas se considère comme, des frères musulmans et à cet égard, ils suivent, le programme, les consignes et les objectifs des frères musulmans. Alors quels sont ces objectifs? À court ou moyen terme, plutôt à moyen terme, il s'agit de reconstituer le califat islamique, c'est-à-dire un califat homogène qui irait, du Maroc au Pakistan et au milieu duquel, bien sûr, une pustule juive, un État, juif, n'est N'a pas sa place. est impossible et il est au-delà même du fait que ce soit un État juif, il est impossible, qu'il y ait la présence d'un État-nation. Les frères musulmans, palestiniens, le Hamas, sont, totalement opposés à l'idée d'un État palestinien, d'un État-nation. Il est d'ailleurs écrit en toutes lettres dans leur charte que, un État palestinien est inadmissible, impossible et qu'ils s'y opposeront, coûte que coûte. Cela explique aussi pourquoi, à chaque avancée qu'il y a pu y avoir dans les pourparlers de paix avec Israël, entre Israël et le Fatah ou l'OLP, il y a eu des explosions de violences terroristes via, des bombes humaines, via, des attentats, à la bombe ou d'autres manières pour, empêcher, cet État, palestinien, d'advenir et à chaque fois, d'une certaine manière, ils ont obtenu gain de cause et ça a fonctionné. Donc la question, d'un État-nation palestinien est impossible et évidemment la présence juive en Palestine, l'est d'autant plus et elle l'est, encore davantage du fait que les frères musulmans considèrent, la Palestine dans son intégralité et particulièrement Jérusalem comme un waqf, c'est-à-dire un bien sacré de l'islam. C'est-à-dire que c'est toute la terre qui est islamisée et toute autre présence ou toute autre présence qu'une présence, islamique est perçue comme un sacrilège. C'est la raison pour laquelle ça se comprend lorsqu'on relit aujourd'hui les entretiens que j'ai pu faire avec Mahmoud Azar et d'autres, frères musulmans.
on comprend pourquoi il est écrit très clairement à plusieurs reprises dans la charte du Hamas, cette référence fondamentale pour eux aux croisades. C'est intéressant à plusieurs égards. D'une part parce que ça donne la mesure de la temporalité dans laquelle ils s'inscrivent. Ils s'inscrivent dans un temps très long, qui n'est pas réductible à l'échelle d'une vie humaine. Donc l'exemple très lointain des croisades leur sert principalement une référence dans leur combat contre Israël et dans le combat contre l'Occident. Ils partent du principe que les croisés, les chrétiens se sont installés sur cette terre et puis au long d'un combat qui a duré très longtemps, ils ont fini par être chassés. Par Et ils Saladin. Oui. ne doutent pas une seconde que Israël et les Juifs subiront le même sort. Ils devront partir ou ils seront détruits. L'autre chose qui est intéressante dans cette référence aux croisades, c'est la trêve de Ramla de 1192. Vous avez cité Saladin, qui avait été passé entre Saladin et Richard Cœur de Lion. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez jamais dans la bouche d'un membre du Hamas le mot de paix. La paix est inenvisageable, elle est impossible, c'est un sacrilège. Il n'utilise jamais que le mot trêve, en référence à cette trêve de Ramla. C'est-à-dire qu'on peut effectivement arrêter le combat, faire une pause de 1 an, 2 ans, 10 ans, pourquoi pas 50 ans, dans le pire des cas, le temps de se reposer, de se réorganiser, de se réarmer avant de partir au combat. Mais en tout cas, jamais ils ne cesseront ce combat et jamais ils ne feront la paix avec l'État juif. Donc c'est clair, il ne pourra jamais y avoir de paix, vous le dites, et redites à l'instant, entre Israël et le Hamas, tout juste, vous l'avez dit aussi, une trêve en arabe sulha, donc pas de possibilité de paix ni d'accord, enfin si, un accord, mais temporaire. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse parce que là encore, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais que j'ai apprise. Parlez-nous des dragons célestes. Alors, les dragons célestes, là, on entre dans l'autre partie du livre, puisque le livre se découpe en deux parties. Une Oui, partie consacrée au Hamas, où je reviens sur ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire sur mon séjour à Gaza et ma rencontre avec Mahmoud al-Zahar, l'un des chefs du Hamas, et avec Khaled al-Batch, qui est aujourd'hui le leader du djihad islamique. C'était des entretiens qui, relus aujourd'hui à l'aune du 7 octobre, sont dignes de nombreux enseignements. Et dans la deuxième partie, je m'intéresse à ce que j'appelle les idiots utiles. Vous savez, on va en parler. On va en parler. et vous savez, j'utilise donc cette référence au dragon céleste via David Guiraud, puisque c'est lui qui l'a Oui, utilisé oui. un tout kit. Et les filles. Exactement. LFI étant, disons pour moi, dans la seconde partie de mon livre, les plus offensives de ces On va en idiots. parler. Nous allons en parler un petit peu. Et les Dragons Célestes, c'est une référence à un jeu vidéo japonais qui s'appelle One Piece, dans lequel, alors qui n'est pas du tout antisémite, hein, c'est une dystopie de science-fiction, dans laquelle il y a ces personnalités dominant la société qui s'appellent les Dragons Célestes, qui jouent Voilà. différents privilèges, et notamment celui de respirer un air pur, hein, puisque le reste est contaminé, et qui sont les dirigeants d'une espèce de dictature mondialisée. Et vous savez, l'antisémitisme joue de bien des subterfuges pour pouvoir à la fois se dissimuler euh, au aux fourches codines de la loi et en même temps pour pouvoir s'exprimer. Et donc, les dragons célestes, c'est un peu l'utilisation de certains happy few euh, qui passent sous le coup de la loi, qui ainsi peuvent désigner les juifs sans risquer Voilà. On y d'encourir arrive. un Mais procès. je voulais ouvrir cette parenthèse parce que cette allusion au dragon céleste, donc à ce jeu vidéo, ça m'avait paru d'un autre siècle carrément. Oui, mais Enfin, malheureusement, ça fait fureur oui, sur certains oui, réseaux sociaux et sur... voilà. Non. absolument. Alors, voilà, on y arrive. Vous avez des bêtes noires. Pascal Boniface, Dominique de Villepin, Mélenchon et ses LFI comme Porte, on a dit Guiraud et d'autres, mais même le président Macron. Ce sont eux les idiots utiles? Il y en a de beaucoup de sortes des idiots. Oui. D'abord, D'abord, qu'est-ce qu'un idiot utile? C'est une phrase de Lénine, je crois, c'est ça? c'est une phrase qu'on attribue à Un Lénine. On ne attribut, pourrait qu'on pas attribue. Ouais. certifier la paternité de ce mot, mais enfin voilà, on attribue ce mot à Lénine et il désignait du temps de l'URSS
les intellectuels en Occident, les compagnons de route du Parti communiste qui aveuglément relayaient la propagande et les mensonges de l'URSS. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'URSS, mais il y a toujours des idiots utiles, et ces idiots utiles relayent la propagande et les mots d'ordre du Hamas. C'est une fusée à plusieurs étages. D'abord, il y a les alliés du Hamas, parce que à partir des années 80, les frères musulmans qui ont à peu près installé des antennes dans tous les pays musulmans vont entreprendre de s'installer en Occident. Et donc, à partir des années 80, ils vont s'installer aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, dans les pays scandinaves, et bien sûr en France avec l'UOIF. Et la première chose qu'ils font lorsqu'ils s'installent dans un pays, c'est de déployer un réseau associatif extrêmement dense qui balaye toutes les catégories, au fond, de la vie sociale. Et notamment, ils vont créer des associations estudiantines fréristes qui vont s'implanter dans les universités, à Sciences Po, à Normal Sup. On a vu ce qui s'y est passé. Mais Oui. aussi à Columbia, ils sont très puissants aux États-Unis et en Angleterre notamment. Et dès le 7 octobre, ces associations étudiantes fréristes vont relayer la parole du Hamas et embarquer derrière eux toute une cohorte de nouveaux idiots utiles que sont ces étudiants qui, pour la plupart, suivent aveuglément sans se poser de questions et sans savoir, au fond, quelle est la nature de ce conflit, ce qu'est Israël réellement, et qui sont les gens qu'ils suivent, les frères musulmans en particulier, et le Hamas dans le cadre moyen-oriental et palestinien. Donc voilà la première couche, si vous voulez, c'est-à-dire fomenter, provoquer de l'agit-prop qui va durer quand même près d'un an dans les centres universitaires. À partir de là, il va y avoir d'autres relais qui vont arriver, des partis politiques, d'ailleurs très rapidement. Je pense au NPA, par exemple, et où ont communiqué dès le 8 octobre, hein, où ils déclarent que voilà, on respecte les moyens de lutte, que Heu, les Palestiniens, ils ou elles d'ailleurs, ça c'est savoureux, parce qu'il y a eu, on le sait bien, beaucoup de combattantes palestiniennes du Hamas, se sont choisis. Et puis très vite aussi, il y a les filles qui refusent de dire qu'il s'agit d'un massacre, et qui refusent de dire qu'il s'agit d'actes terroristes. Ils vont être d'une certaine manière renforcés par d'autres idiots utiles que sont des grandes ONG internationales, un certain nombre d'instances au sein de l'ONU, des pays qui vont, via leur gouvernement, soutenir d'une certaine manière le Hamas par défaut, tout en condamnant en fait Israël. Et puis, dans la société, il va y avoir d'autres relais, des intellectuels, des politiques, des islamologues, des historiens qui vont accréditer l'idée au fur et à mesure que Israël n'est pas légitime dans sa guerre et qu'un génocide est en train d'être perpétré à Gaza. Et donc toute cette agitation va créer comme ça une inflation d'antisémitisme et d'actes antisémites qui vont bondir de 1000% par rapport à l'année passée. Parmi ces personnes, donc, moi je vais les reciter, il y a Pascal Boniface, il y a Dominique de Villepin, mais on peut en trouver d'autres. Il y en a bien d'autres, je ne les ai pas Non, tous. Tous les mais alors, tout mais alors, l'état-major de LFI, que ce soit oui, RCI, oui, à tout l'état-major, en absolument. Rima Hassan, Delogu, Ouais, Diraud et tant d'autres, hein. voilà. Alors justement, n'avez-vous pas eu peur d'être traité d'islamophobe et d'être traduit en justice, non seulement par ces idiots utiles, mais par des organisations musulmanes? Écoutez, pour me traduire en justice, il faudrait pouvoir déjà me prendre en défaut. Je n'ai rien dit d'autre que la réalité. Et si l'on m'attaque, j'ai toutes les sources que je peux produire. En plus, bon, j'avoue que j'ai beaucoup recyclé aussi un certain nombre d'enquêtes que j'avais faites pour Franc-Tireur. Elles ont pour la plupart été déjà publiées. Donc non, j'ai pas peur de ça, et si c'est le cas, eh bien, je m'y confronterai volontiers. Et l'islamophobie? Parce que maintenant c'est un mot, Je ne me sens pas concerné, je ne suis pas islamophobe. Je rappelle simplement
que ce terme d'islamophobie est un levier pour les frères musulmans, qu'ils l'ont propagé en Occident, et ils veulent en fait, avec ce terme, identifier l'islamophobie à un racisme. Or, je ne pourrais que arguer que la critique des religions n'est pas du tout de la haine raciste, mais c'est un droit qui est en rapport avec la liberté d'expression. S'il m'attaque sur le terme islamophobie, je me ferais fort et je serais assez heureux, d'une certaine manière, de pouvoir défendre cette thèse, ou plutôt d'essayer de battre en brèche cette espèce de cheval de Troie qui intimide à la fois les pouvoirs politiques en Occident, et qui est un instrument de victimisation auprès des populations minoritaires musulmanes en Europe ou en Occident, et qui, c'est un mot qui, à mon avis, a fait énormément de dégâts, et qui avait été inventé d'ailleurs par l'Iran avant d'être repris par les frères musulmans comme une Et espèce, tous ces proxys, absolument. voilà, d'arme Mer de paix. Merci Michael Prazan. Je rappelle, votre livre, le titre de ce livre: «La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles», dont on vient de parler, aux éditions de l'Observatoire. Je rappelle également que vous pouvez vous abonner à Tandem TV, écouter ou réécouter toutes ces émissions. Merci Michael Prazan et à la prochaine fois, parce qu'il y Merci aura d'autres William, livres. à bientôt. Au revoir.